Le gouvernement est à l'œuvre pour améliorer le cadre de vie des populations et maîtriser l'urbanisation. Ce matin, se sont ouverts à Bamako les travaux de la politique nationale de la ville. Les acteurs devront également déterminer les principes d'un développement durable. Législative de dimanche prochain, la délégation générale aux élections a présenté ce matin le fichier biométrique actualisé. Le nombre de votants est supérieur à celui de la présidentielle et même s'il reste encore certaines insuffisances, les partis politiques sont plutôt satisfaits. En santé, nous nous intéressons à la rééducation après un accident ou une paralysie et nous irons à la rencontre d'un enfant qui a remarché après 2 ans de paralysie grâce à cette technique et grâce à la patience de ses parents et médecins. Madame, Monsieur, bonsoir. Lundi 18 novembre, merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue dans ce journal. C'est demain que s'ouvre au Koweït le 3e sommet afro-arabe, une rencontre qui discutera de nombreuses questions d'intérêt mutuel, notamment la coopération économique, l'agriculture ou encore l'environnement. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui prendra part à cette rencontre, aux côtés de plusieurs de ses pairs d'Afrique et du monde arabe, est déjà sur place. Nous proposerons les images tout à l'heure au cours de ce journal avec nos envoyés spéciaux. En attendant, ici à Bamako, la délégation de la conférence épiscopale du Mali a été reçue en audience cet après-midi par le Premier ministre Jean-Baptiste Thiéma, président de la conférence épiscopale du Mali et chef de la délégation, est venu exprimer les remerciements de l'Église catholique après le 43e pèlerinage célébré à Kita la semaine dernière. Le reportage de Garibou Pérou. Le président de la conférence épiscopale du Mali a d'abord présenté son institution au chef du gouvernement avant d'exprimer sa satisfaction pour les efforts consentis par le gouvernement pendant le 43e pèlerinage célébré à Kita. Les catholiques maliens viennent de vivre à Kita leur 43e pèlerinage national et nous avons voulu venir rendre visite au Premier ministre pour le saluer, le remercier pour ce que le gouvernement a été auprès de nous pendant l'exécution et le vivre de ce pèlerinage et lui présenter tous nos vœux et toutes nos prières dans le gouvernement de ce pays. Pour le président de la conférence épiscopale, l'Église et l'État partagent dans une certaine mesure les mêmes visions. Il s'agit d'offrir aux hommes une condition de vie meilleure. L'Église est aux côtés de l'État pour l'aider dans le développement de ce pays. Et ces valeurs, disons, c'est d'abord l'éducation à une bonne citoyenneté, l'éducation à un vivre ensemble de tous les Maliens, quelle que soit notre provenance, notre couleur et notre statut. C'est le progrès de tous les Maliens que nous essayons de mettre en route à travers nos différentes caritas. La conférence épiscopale ou la conférence des évêques définit les caractères essentiels de l'Église catholique. Elle est une assemblée dans laquelle les évêques d'une nation ou d'un territoire exercent leurs charges afin de promouvoir les biens que l'Église offre aux hommes. Elle l'effectue de façon appropriée aux circonstances des temps et des lieux, conformément aux droits humains. Je vous l'annonçais tout à l'heure, c'est demain que s'ouvre au Koweït le 3e sommet afro-arabe. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est déjà sur place. Il prendra part donc à cette rencontre. Le récit de nos envoyés spéciaux sur place, Amadou Sangaré et Abdul Salam Bambara. C'est après un vol qui aura duré 7h30 que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est arrivé à l'aéroport international Koweït City. À sa descente d'avion, il est accueilli par son Altesse le prince Sheikh Saaba Al-Ahmed Al-Jaber, l'émir de l'État de Koweït. La cérémonie est retransmise en direct sur la chaîne koweïtienne. Après avoir salué les corps constitués, les deux personnalités se retrouvent pour un bref tête-à-tête dans le salon d'honneur de l'aéroport. Ensuite, le président IBK regagne sa résidence au palais de Bayern. 14h temps universel, ici 17h heure locale, il faisait déjà nuit. Et à quelques heures de cette rencontre, la commission d'organisation du 3e sommet afro-arabe s'active pour le dernier réglage. Et déjà, plusieurs délégations sont sur place. Notre pays, le Mali,
attend beaucoup de ces sommets. Lors de la conférence des bailleurs de fonds sur le Mali, les pays arabes ont beaucoup contribué et s'apprêtent aussi à le faire, non seulement à cause de cet élan de solidarité internationale pour le Mali, mais aussi avec les liens particuliers que le Mali a avec le monde arabe et le monde musulman. Le sommet afro-arabe est pour nous très important et particulièrement pour notre pays. À ce sommet sont attendus plus de 50 chefs d'État d'Afrique et du monde arabe. Voilà donc l'ouverture de ces travaux dans nos prochaines éditions. En attendant, ici à Bamako, se sont ouverts les travaux de la politique nationale de la ville. C'était ce matin au CICB en présence des autorités administratives, territoriales et communales. Il s'agissait pour les acteurs d'échanger avec les forces vives sur la vision des autorités en matière d'urbanisation et de politique de la ville et voir comment mettre en place une politique sur le développement urbain durable. Le reportage de Fatoumata Kodé. L'urbanisation dans les villes pose une multitude de problèmes liés à la construction anarchique des maisons, l'assainissement, l'environnement, la multiplication de zones de non-droit, la dislocation des liens sociaux, entre autres. En vue de résoudre ces problèmes avec l'implication de tous les Maliens, le ministère de l'Urbanisation et de la Politique de la Ville a organisé cette rencontre. Le but est d'échanger avec les forces vives de la nation sur la vision des autorités en matière d'urbanisation. Il s'agira de la mise en place d'une politique partagée par tous sur le développement urbain durable. Une politique axée sur plusieurs aspects. À travers la dite politique, il s'agira de faire de la ville malienne un espace harmonieux de convivialité, moteur de son développement et celui de son hinterland, voire du pays tout entier. Cet objectif portera sur le renforcement des économies locales afin d'améliorer les capacités d'autofinancement des villes, promouvoir les métiers urbains et résorber notamment le chômage des jeunes. Les autorités maliennes s'attelleront à la mise en œuvre effective de cette politique, cela à travers des moyens adéquats. En définissant la stratégie, nous allons essayer d'évaluer quels sont les besoins, les moyens financiers, les moyens matériels qu'il nous faut pour mettre en place cette stratégie. Donc il ne s'agit pas d'avoir tous les moyens tout de suite, mais il s'agit de voir concrètement comment étaler cette politique sur plusieurs années afin de nous permettre d'atteindre les objectifs. Cette rencontre regroupe les services des domaines, des collectivités, de l'assainissement et de l'environnement, de l'intérieur, les agences immobilières, bref, tous les acteurs permettant l'atteinte des objectifs du développement urbain durable. La coopération sino-malienne se renforce davantage dans le domaine de la santé. En effet, la Chine vient d'offrir à notre pays des équipements médicaux pour plus de 120 millions de francs CFA. Les médicaments qui vont donc contribuer à la prise en charge de diverses pathologies. La cérémonie de remise a eu lieu ce matin à l'hôpital du Mali, suivie par Alpha Maïga. Des équipements médicaux et des médicaments, c'est le lot de matériel remis aux autorités sanitaires du Mali. Estimé à plus de 120 millions de francs CFA, le matériel est destiné uniquement à l'hôpital du Mali. Il s'agit en clair de médicaments qui vont contribuer à la prise en charge de plusieurs maladies. Et toutes les pathologies seront diagnostiquées dans les différents services de l'hôpital du Mali. L'hôpital du Mali figure parmi les premiers hôpitaux construit en Afrique par le gouvernement chinois. Lors de son investiture, le président Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé que la santé est l'un de ses dossiers prioritaires. La manifestation d'aujourd'hui s'inscrit dans la logique de cette politique. Les objectifs ne saurait être atteint sans une démarche et un engagement collectif. Comme toujours, la Chine sera à côté de vous. Au directeur de l'hôpital du Mali et à son personnel, je sais compter sur votre vigilance pour que ce matériel et ces médicaments puissent être utilisés de la manière
la plus pertinente. La coopération entre le Mali et la Chine a toujours conservé son caractère exemplaire, cela depuis l'indépendance du Mali. En marge de la cérémonie de remise, la délégation a visité le chantier de logement pour médecins chinois, situé au flanc des collines, non loin de l'hôpital. Les logements sortiront de terre dans une année. Le coût de réalisation s'élève à plus de 300 millions de francs CFA. L'ANASER et le Comité national de sécurité routière sensibilisent sur les dangers de la route. Les deux structures ont organisé ce matin une marche funèbre, une activité qui s'inscrit dans le cadre de la Journée nationale de solidarité avec les victimes de la circulation routière. Le compte-rendu de Batraori. Partis du carrefour des jeunes, les marcheurs, 1 millier environ, sont arrivés au ministère de l'Équipement et des Transports. Là, ils ont été reçus par le ministre à qui ils ont remis un message. Nous estimons que, après la sensibilisation, après le contrôle sensibilisation, l'heure du contrôle sanction a sonné. Car 60% des accidents concernent les jeunes et 80% de ces accidents impliquent les engins à 2 roues. Le ministre a pris bonne note et s'est réjoui des résultats obtenus grâce aux différentes campagnes de sensibilisation. À travers la direction des transports et la direction générale de l'ANASER, nous allons tout faire pour réduire davantage les victimes sur la route. À titre de rappel, on avait en 2011 800, en 2012 on a eu 536. Donc ça veut dire qu'il y a une réduction. Aussitôt après et dans le cadre de la même journée, le ministre de l'Équipement et des Transports et son collègue de la Santé et de l'Hygiène publique se sont rendus à l'hôpital Gabriel Touré. Nous sommes dans la même cause, le ministère de l'Équipement et des Transports et le ministère de la Santé, par rapport aux accidents de la circulation. Nous défendons la même cause. En amont, le ministère de l'Équipement et des Transports fait tout pour empêcher les accidents. Si malheureusement il y a des accidents, nous participons également à la sensibilisation pour éviter les accidents, nous les appuyons. La dernière étape de cette journée a été consacrée à la visite de la Direction générale de la protection civile. Le ministre entendait apporter ainsi son soutien à ces deux structures. Chacune d'elles a reçu un appui symbolique de 1 500 000 francs CFA. Sur un tout autre sujet, malgré la crise de 2012, l'Office malien de l'habitat OMH a pu réaliser 68% de ses activités prévisionnelles en termes de recettes. Ces réalisations sont estimées à 11 milliards de francs CFA. Par ailleurs, les besoins en matière de logement sont aujourd'hui estimés à 400 000. Ce sont là quelques-unes des informations données à l'ouverture des travaux de la 33e session de l'OMH. Le compte-rendu de Ramata Konaté. Aujourd'hui, 400 000 Maliens attendent d'être logés. En vue de satisfaire ces besoins, les administrateurs de l'Office malien de l'habitat font le bilan des activités de 2012 et celles du premier semestre 2013. Au dire du président du conseil d'administration de l'OMH, la crise de 2012 a affecté le volume de la contribution de l'État. Ainsi, 5 milliards de francs CFA ont été accordés à l'OMH au lieu de 8 milliards initialement prévus. Malgré cela, la structure s'en est sortie. Fort heureusement, l'amplification des missions de recouvrement concernant les mensualités des logements sociaux aura permis une amélioration du taux de recouvrement de l'ensemble des recettes hors report, à nouveau à concurrence de 99,50%, ce qui est une performance. Au titre de l'année 2012, les réalisations en recettes sont chiffrées à plus de 11 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution de près de 69%. Quant à celles enregistrées au cours du premier semestre 2013, sur un budget de plus de 14 milliards, elles sont estimées à 7 milliards, soit la moitié des prévisions. La ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a visité samedi à Ségou la maison de la mère et de l'enfant. Sangaré Oumouba a également échangé avec le personnel qui a énuméré les problèmes auxquels il est confronté. Reportage de Kandesila. Fonctionnelle depuis 2011, la Maison de la Femme et de l'Enfant, visitée par Madame le ministre en charge du secteur, est composée d'une unité pédagogique et de formation, des unités préscolaires et de commercialisation. La maison abrite également une case bébé.
Cette case qui fait office de garderie d'enfants découle d'un partenariat tripartite entre la Direction régionale de la promotion de la femme, de la famille et de l'enfant, de l'Académie d'enseignement de Ségou et d'une association française dénommée l'Avenir pour les enfants du Mali. Une heureuse occasion pour Madame le ministre de souhaiter longue vie aux quadruplés et leurs mamans. Cette maison est très fonctionnelle par rapport aux autres que j'ai vues. En tout cas, c'est une maison qui est fonctionnelle, qui a beaucoup d'activités et elles ont pris beaucoup d'initiatives au niveau de la maison. Ce qui m'a le plus enchanté, c'est qu'elles ont des partenaires. Au niveau local, c'est une direction qui a des rapports vraiment de travail, de bonne collaboration avec le niveau régional. Le gouverneur qui s'implique, le conseil de cercle qui s'implique. Et là, c'est une bonne chose que j'encourage. Le second temps fort de la visite du ministre a été la Direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Ici, les problèmes majeurs évoqués sont relatifs à la vétusté des locaux, le manque de personnel et de ressources financières pour le fonctionnement. Nous ouvrons à présent notre fenêtre sur les législatives de dimanche prochain avec tout d'abord ce communiqué. Le gouverneur du district de Bamako porte à la connaissance des candidats aux élections législatives dans les communes du district que la date limite de dépôt de la liste de leurs délégués titulaires et suppléants dans les bureaux de vote est fixée au mercredi 20 novembre au niveau du secrétariat du gouvernorat du district, ceci conformément aux dispositions de l'article 83 du Code électoral. Le gouverneur du district décline toute responsabilité pour toute liste déposée après cette date. La délégation générale aux élections a rencontré ce matin les représentants des partis politiques pour leur présenter le fichier biométrique actualisé pour le scrutin du 24 novembre prochain. Le fichier fait ressortir 6 566 026 électeurs, un chiffre supérieur à celui de la présidentielle, ce qui s'explique par le retour des réfugiés et de certains de nos compatriotes expatriés. Toutefois, le fichier ne prend pas en compte les jeunes qui ont atteint 18 ans. Le compte rendu de Mohamed Diarra. Pour les élections législatives du 24 novembre prochain, il y aura 1451 électeurs de plus qu'à l'élection présidentielle. Paradoxalement, il y aura moins de bureaux et de centres de vote. Ainsi se présente le fichier biométrique actualisé pour ces élections à venir. Les raisons de ce réajustement ont été expliquées aux représentants des partis politiques par le délégué général aux élections. Justement, nous avons moins de bureaux de vote et moins de lieux de vote pour la simple raison que le répertoire de la région de Kidal a été ajusté. Donc les préfets, compte tenu du fait que les électeurs ne sont pas dans toutes les localités, donc les préfets les ont regroupés dans des centres et des bureaux de vote. C'est pour cela que le nombre de lieux de vote et le nombre de bureaux de vote au niveau de Kidal a baissé. Les acteurs du processus électoral ont échangé pendant 2 heures d'horloge sur le contenu du fichier biométrique. Selon le délégué général aux élections, le nombre d'électeurs réfugiés et de Maliens résidents à l'étranger ayant regagné le bercail après la présidentielle s'élève à 1481. Ce chiffre a été enregistré pendant la période des opérations spéciales de transfert. La question récurrente qui était sur toutes les lèvres, c'est bien la non prise en compte des jeunes qui ont à présent atteint 18 ans sur le fichier électoral. À ce sujet, la DGE et certains de ses interlocuteurs ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde. Ma grande préoccupation, c'est surtout au niveau de toute la classe politique, c'est les nouveaux majeurs qu'on doit prendre en compte, surtout pour les élections communales qui vont arriver. Mais je ne suis pas très optimiste là-dessus. Techniquement, il était difficile de pouvoir prendre en compte ces jeunes nés en 1995 parce que leurs photos et leurs empreintes digitales ne sont pas disponibles. Donc en ce moment, au terme même de la définition de l'électeur, ils ne répondent pas, ils ne sont pas électeurs. Toutefois, l'unanimité a été faite autour de la fiabilité de ce document qui constitue le maillon essentiel du processus électoral. Vraiment, c'est satisfaisant. Parce que je n'ai jamais vu autant un travail aussi élaboré et aussi précis. Tel présenté, j'avoue que c'est très bien fait.
Le travail a été vraiment bien fouillé. Pour une fois, la DGE, je peux dire, a peu donné satisfaction aux partis politiques. À la DGE, on assure que toutes les dispositions sont prises pour la bonne tenue des élections du 24 novembre. Nous avons mis à la disposition du ministère de l'Administration électorale tous les documents électoraux que nous avons en charge d'imprimer. Déjà, vous pouvez constater qu'au niveau des 6 communes du district de Bamako, les listes électorales sont affichées comme l'exige la loi. Pour des informations complémentaires, les uns et les autres peuvent se référer aux adresses suivantes: www.dge2013.ml ou www.dge.gouv.ml. L'ambassadeur du Mali au Sénégal, en rappel, informe les ressortissants maliens résidant au Sénégal, en Gambie, en Guinée-Bissau et au Cabo-Verde que les opérations de révision des listes électorales se poursuivent à la chancellerie de l'ambassade où siège la commission administrative chargée de la dite révision. Que les opérations d'enrôlement au RAVEC se poursuivent aussi de manière permanente à la chancellerie de l'ambassade à Fan Résidence, Corniche Ouest à Dakar. En conséquence, l'ambassadeur invite toutes les Maliennes et tous les Maliens de la juridiction non encore transférés, enrôlés ou recensés à saisir cette opportunité pour leur transfèrement, leur recensement ou encore leur enrôlement. Les candidats indépendants de l'Alliance Commune 1 ont procédé au lancement officiel de leur campagne. C'était hier dimanche à Djelibougou. Les candidats de l'Alliance, une fois élus, entendent faire des propositions de projets de loi pour le bien-être des populations. Moussa Fani. C'est dans un discours à langue nationale bamana que les 2 candidats indépendants de l'Alliance Commune 1 ont présenté leur projet de société aux habitants de la commune. Les candidats aux législatives ont sollicité le suffrage de la population de la commune 1. Ils attendent initier des projets de loi pour l'amélioration des conditions de vie. Nous avons décidé d'être candidats pour apporter de vrais changements, des changements réels et sincères, des changements de mentalité, des changements de comportement, des changements pour apporter enfin le bonheur à nos populations qui sont fatiguées. La population de la commune 1, au-delà même de la population du Mali en général, peut attendre de nous et de notre mouvement un engagement sincère et patriotique. Sortons, votons massivement contre l'achat de consciences, ceux qui proposent de l'argent pour acheter les consciences des gens. Combattons ce fléau, votons honnêtement pour les hommes et les femmes qui proposent des solutions de sortie de crise pour notre nation. Les indépendants de l'Alliance Commune 1 souhaitent également faire des propositions de loi pour promouvoir l'emploi des jeunes et améliorer la qualité des services du secteur de l'énergie et de l'eau. Une fois à l'Assemblée, notre première préoccupation sera d'abord d'assurer la représentativité et la restitution de la voix du peuple à travers la mise à place de ce que nous avons décidé d'appeler la maison du député et de faire voter une loi pour la forfaitisation de la facture énergétique afin que les populations aient à payer moins l'électricité. Certains diraient que ce n'est pas sans doute dans la compétence du député, mais nous proposerons une bonne gestion des ressources de l'État pour ramener l'électricité à la portée de tout le monde. Nous avons pensé que toute société, toute entreprise implantée ici au Mali devra voter une loi que nous nous apprêterons à proposer, la loi de ratio patriotique sur l'emploi, qui va porter sur 80% des emplois réservés aux nationaux et aux communaux dans la commune où la société sera implantée, que 50% de ratio soit réservé aux jeunes et aux femmes. Cette cérémonie de lancement a été agrémentée par la prestation de l'artiste Nampé Sadio. En commune 5 du district de Bamako, la liste du Parti pour l'action civique et patriotique, PACP, a organisé un match de football à Daoudabougou pour être plus proche des jeunes et de la population. Match suivi par Abdul Karim Kaba. Bandjougou Soumaoro, Boubacar Diarra et Moussa Guindo sont les candidats de la liste du Parti pour l'action civique et patriotique PACP en commune 5 du district de Bamako. C'est pour apporter un changement que les 3 hommes se sont déclarés candidats à la députation. Nous 3, nous avons décidé de postuler pour être députés au niveau de l'Assemblée nationale. C'est tout simplement parce que les jeunes sont lésés dans ce pays. Au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des députés qui sont là-bas, ils ne pensent seulement qu'à eux. On veut vraiment un changement. Et ce changement ne peut pas se faire sans les jeunes. On demande à tous les jeunes qui se trouvent au niveau de la commune 5 de voter massivement pour notre liste.
Le match de football a été une occasion pour la liste de présenter ses candidats à la population et aussi partager leurs idées de députés une fois élus. Une fois que nous serons au niveau de l'Assemblée nationale, on aura des relations. Nous allons avoir aussi des partenaires et c'est avec ces partenaires-là que nous allons chercher des projets pour venir construire notre commune. Le message que j'ai à lancer à l'endroit de la population de la commune 5, c'est de sortir massivement le 24 novembre pour voter la liste PACP. La liste PACP, c'est la liste du changement. C'est la liste où il y a 3 jeunes gens qui sont compétents, 3 jeunes gens qui sont respectueux, 3 jeunes gens qui n'ont que le seul souci, le développement de la commune. Ensemble, Inch'Allah, nous allons vaincre. Ce trio de la liste du Parti pour l'action civique et patriotique PACP en commune 5 s'est dit prêt à relever le défi dans la dite commune qui compte 8 quartiers. Le Parti pour la défense au Mali, PDM, a organisé hier un meeting d'information sur le terrain de Kalabankoro. La mobilisation collective et la conjugaison des efforts en vue de faire face à l'essentiel sont les messages lancés par les candidats. Youssouf Diakité. La mobilisation collective a envie de faire face aux défis de façon générale qui attendent le cercle de Kati. La conjugaison des efforts pour affronter l'essentiel. Voilà le message que les 7 candidats ont lancé aux populations de Kalabankoro. L'objectif est de gagner le pari de la course vers l'hémicycle. Par rapport à la population laborieuse, premièrement, ce que je n'ai pas compris, j'ai sillonné tout le cercle de Kati. Les besoins par rapport à l'agriculture, que ce soit l'engrais, que ce soit les routes, que ce soit l'eau, ne sont pas au-delà de nos moyens. Réellement, il faut interpeller qui des droits et que nous agissions ensemble, mais mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour trouver la résolution à tous ces petits problèmes. Je trouve ça des petits problèmes. Le Mali n'est pas au-delà pour ne pas régler cette situation. Réellement. C'est pourquoi nous sommes ensemble et nous allons prendre ce défi et le résoudre très bientôt pour tous les secteurs de Katou et pourquoi pas pour Bamako lui-même. Qu'est-ce qu'un député a comme moyen pour pouvoir résoudre ces problèmes? C'est vrai, le député n'est pas le faiseur de route, non plus l'ancien ni l'infirmier. Mais le député peut être les yeux et les oreilles et interpeller qui de droit. Je crois que c'est là déjà grande chose. Et aussi monteur de grands projets, des projets bancables à l'intérêt de toute la population. Quand on a cet esprit et cette compréhension, pourquoi ne pas le mettre au bénéfice de la population? C'est ce que nous pouvons aussi faire. À la population de Kati, sincèrement, qui voit maintenant la différence. Nous voulons les vrais éléments. C'est pourquoi nous lançons à la population de Kati de voter cette liste pour qu'ils voient certaines réalités pour ce pays à leur intérêt. Les populations sont donc sorties massivement pour suivre ce message avec intérêt, puisque chacun des candidats a pris la parole pour faire étalage de ses ambitions aux populations en question. Il y avait des artistes qui étaient là pour chanter la paix, la sécurité et surtout le développement durable pour le Mali en général. Le candidat de l'Union pour un mouvement populaire de changement, UMPC, a tenu son meeting à Faladje hier dimanche. La cérémonie a regroupé les partis amis de l'UMPC, les militants et sympathisants qui sont venus apporter leur soutien au candidat Mohamed Ako Ben. Le reportage de Lamine Keita. L'Union pour un mouvement populaire de changement s'engage en faveur du renouveau à l'occasion des législatives du 24 novembre. La promesse a été faite par son candidat, Mohamed Ako Ben, au cours de son meeting. Il assure qu'il se présente parce qu'il souhaite que sa commune ne soit plus jamais en proie à la mauvaise gouvernance, à l'injustice et à l'insécurité. Si je suis élu député de ma commune, d'abord je vais mettre en place une permanence que j'ai communément appelée la maison du député, afin de mieux recevoir les appréciations des populations et mieux recueillir leurs inquiétudes et leurs problèmes dans leur vie quotidienne. Je me suis engagé aussi à ne pas voter une seule loi à l'Assemblée nationale sans requérir d'abord l'avis de mes concitoyens qui m'ont élu. Mon second combat se situe dans la motivation de proposer des lois dans le cadre de l'initiative d'emploi, afin que les jeunes qui sont dans la commune puissent avoir de l'emploi, que la commune puisse être assainie, que nous puissions bâtir une commune 6 nouvelle, un Mali nouveau, et que les jeunes qui sont engagés avec nous dans la commune puissent voir un avenir plus radieux que celle qu'on vit aujourd'hui. Opérateur économique de son État, ce jeune candidat a des ambitions pour la jeunesse de la commune 6
à qui il promet de mettre en place plusieurs projets de développement local. J'ai un projet de mettre en place un centre pour le test diabétique et les tensions gratuites pour les femmes et les personnes âgées. J'ai mis en place un projet de création de 1000 emplois par an en commune 6 avec différentes structures d'emploi ici, dans différents domaines, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. J'ai un projet de multiplier les infrastructures scolaires et éducatives afin que les jeunes puissent avoir accès à plus de programmes d'études ici. Avec Cheikh Amalaba de l'Alliance démocratique pour la paix ADP, les deux autres postulants ont demandé à la population de la commune 6 de sortir massivement afin d'assurer une victoire nette à leur liste. La liste RPDM, SNID, Faso Iriwatan et PSDA en commune 2 a procédé hier au lancement de son meeting à Kinzambougou, occasion pour les trois candidats que sont Cheikh Amala Traoré, Ibrahim Kassambara et Oumar Traoré d'expliquer à leurs militants et sympathisants leur feuille de route. Al-Jumatina. À quelques jours des législatives, la sérénité et la confiance règnent au sein de l'Alliance Rassemblement pour le développement du Mali, le SNID Faso Iriwatan et le Parti social-démocrate africain. C'est du moins les propos des acteurs. Nous partons très confiants pour aller affronter les autres. Nous négligeons personne, nous ne croyons pas au-dessus des autres, mais nous allons nous battre et faire le maximum pour réussir. Donc nous pouvons leur dire de faire confiance à nos candidats, de faire confiance aux candidats des trois partis, SNID, RPDM, PSDA, et de faire confiance aux candidats qui sont soutenus par Sabati 2012 et les Amalis. Pour le lancement de leur meeting, les candidats Cheikh Amala Traoré du RPDM, Oumar Traoré du PSDA et Ibrahim Kassabaradi Souri du SNID diront que leur alliance s'inscrit dans la vision d'un Mali nouveau et qu'en commune 2 du district de Bamako, leur liste est née de la volonté des hommes et des femmes qui aspirent au changement. Nous sommes convaincus que cet électorat n'est pas à acheter. C'est un électorat qui a compris que c'est une liste qui n'est pas parachutée et que c'est pas une liste de contre-nature. C'est une liste qui correspond à la demande même de la population locale. À l'instar des autres communes, beaucoup de défis restent à relever en commune 2. C'est pourquoi, une fois arrivés à l'hémicycle, ils seront d'un apport considérable dans la satisfaction des différentes doléances. Le plus important pour nous à l'Assemblée nationale, c'est de faire en sorte que les entreprises que nous avons en commune 2 puissent aussi recruter au moins 10% de la compétence locale. C'est de travailler pour que l'assainissement soit une réalité, que ces ministres en charge de cela puissent travailler dans ce sens et que les députés interpellent, suivent, que les questions de santé et d'éducation soient aussi davantage prises en compte. La liste RPDM, SNID Faso Iriwatan et PSDA en commune 2 ambitionnent de gagner dès le premier tour. Pour cela, elle entend compter sur le soutien du mouvement Sabati 2012 et certains groupes religieux. Meeting de l'Alliance pour la démocratie et la paix ADP Maliba et de la CODEM, Convergence pour le développement du Mali, ce dimanche à Caille. Ce meeting a permis aux militants et sympathisants des deux partis d'écouter et de comprendre le projet de société des candidats. De Caille, la correspondance de Jafar Haïdara. C'est la place publique de l'indépendance de Caille qui a servi de cadre pour la tenue du meeting du parti de l'Alliance démocratique pour la paix ADP Maliba qui présente une liste commune avec la CODEM dans le cercle de Caille. Les 5 candidats de l'ADP Maliba et de la CODEM ont étalé leur projet de société qui porte sur la lutte contre l'insécurité alimentaire, l'éducation, la santé et la sécurité. Le rôle du député, c'est de voter les lois, de proposer des lois, de contrôler l'action gouvernementale. Donc, à travers le contrôle de l'action gouvernementale, nous nous proposons donc de veiller à ces droits-là. La vocation de nos politiques que nous sommes est de faire en sorte que les citoyens, nos concitoyens, puissent jouir des atouts que la nature nous a bien fournis. Et l'équipe que nous sommes fera en sorte que Caille redevienne la ville qu'elle a toujours été, c'est-à-dire la première région économique. Ce meeting s'est déroulé en présence du président du parti ADP Maliba, Aliou Diallo, qui a invité les militants et sympathisants à se mobiliser autour de leurs candidats et à redoubler d'efforts pour que le 24 novembre, les candidats ADP Maliba et la CODEM passent avec succès pour que l'or brille pour Caille.
Et ces candidats ont un programme pour CAI. Ils ont un programme pour le Mali. Leur programme pour le Mali, c'est de soutenir dans la majorité plurielle qui a amené le président Ibeka à Koulouba, de soutenir ces programmes de changement à l'Assemblée. Ces changements qui vous a amené à voter Ibeka. Les candidats du parti ADP Maliba et de la CODEM se sont engagés pour le renouveau de l'action politique et ont promis la rupture totale avec les erreurs ayant conduit notre pays dans le précipice. En 5e région, l'Alliance ASMA, UDD, PDS a organisé à Mopti un meeting de soutien à leurs candidats aux élections législatives. Cheikh Sidi Ahmed Diarra, Maître Kassoum Tapo et Amadou Bokoum, députés sortants de la circonscription électorale de Mopti. Une occasion pour les 3 candidats de dévoiler leurs ambitions. Reportage de Yacouba Maïga. Ce sont les militants, militantes et sympathisants de l'Alliance pour la solidarité au Mali, Convergence des forces patriotiques ASMA, de l'Union pour la démocratie et le développement UDD, du Parti pour le développement économique et la solidarité PDS ou encore des mouvements, clubs et associations de soutien. Ils sont tous venus exprimer leur reconnaissance à leurs candidats aux élections législatives, Cheikh Sidi Ahmed Diarra, Maître Kassoum Tapo et Amadou Bokoum, députés sortants de la circonscription électorale de Mopti, pour tous les actes posés lors de la mandature passée et leur renouveler par la même occasion leur confiance en vue d'accéder à un autre mandat. Mesurant la portée de cette confiance placée en eux, les candidats promettent tout simplement de persévérer dans les actions amorcées une fois réunis. Notre trio là, on a commencé des travaux ensemble au niveau de l'Assemblée, donc depuis 5 ans, donc, qui ne sont pas encore terminés. Donc c'est pour cela qu'on a exigé vraiment d'être ensemble toujours pour vraiment finir ces travaux ensemble pour l'intérêt du Mali et l'intérêt du Mopti. Il n'y a pas de place pour des divisions, pour des mesquineries qui ne sont vraiment pas justifiées dans la situation actuelle. La cohérence nationale, l'unité nationale, la paix et la concorde doivent être les motivations aujourd'hui de tous les Maliens pour que derrière le président de la République qui a été plébiscité carrément, le peuple soit aussi représenté par des députés dignes de ce nom qui puissent accompagner le président de la République pour relever les nombreux défis qui sont posés à l'ensemble du peuple malien. L'enjeu est de taille, reconnaissent les candidats de la liste ASMA UDD PDS, mais avec le soutien d'une importante frange de la population, ils croient aussi garder tous les atouts en main pour remplir aux 3 sièges réservés à la circonscription électorale de Mopti à l'Assemblée nationale en vue de donner plus de réponses aux préoccupations de leurs concitoyens. Et dans le cadre de l'organisation de la campagne médiatique des élections législatives, le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe demain, mardi 19 novembre, pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9h UMPC, 9h20 Indépendant Kadiolo Nieta, 9h40 PE, 10h UPPR, 10h20 Indépendant Alliance Commune 1, 10h40 CAR, 11h Myria, 11h20 SADI, 11h40 PSDA, 12h UMP, 12h20 Indépendant Maliko, 12h40 Indépendant Kai Tidéon, 13h Indépendant Magasuba, 13h20 PCR, 13h40 Indépendant Faso Kanou, 14h REDD, 14h20 Sinouma, 14h40 PACP, 15h Indépendant RDC1, 15h20 Indépendant IBF et 15h40 UMAM, 16h UM RDA. Et nous bouclons la page législative avec cette annonce. Juste après ce journal, vous pourrez suivre les messages de campagne des candidats RPM, Indépendant Karsok, Indépendant BBT, Indépendant Abdelkader Sidibé, RDR, UNPR, Indépendant Badenia, APR, Ramat, CAP, SNAS, UFD, BARA, UDM, ADECAM, RJP, PS Yelekoura et ASMA. Donc à suivre donc après ce journal.
Hors de nos frontières, le forum des Médéis s'est achevé ce week-end à Tanger au Maroc. La situation au Mali et dans le Sahel était en débat. Pour faire face à cette crise majeure qui menace le monde entier, les intervenants proposent l'intensification de la coopération régionale, le renforcement de la gouvernance ainsi que la formation et la mise en place d'une force africaine d'intervention rapide. Les précisions avec nos envoyés spéciaux à Tanger, Ibrahima Traoré et Aruna Diarra. Le Mali et le Sahel étaient au cœur de cet important panel à Tanger. Les intervenants reconnaissent que la crise dans cette région persiste et loin d'être réglée. Tous admettent dans le même temps sa complexité et sa profondeur. À ce jour, selon un rapport de l'ONU, 40 à 50 tonnes de drogue transitent dans la zone avec un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards de dollars, ce qui installe du coup dans cet espace une véritable économie criminelle au profit des terroristes et autres bandits armés. Les panélistes proposent quelques pistes de solutions. La question essentielle concerne à la fois une coopération militaire, une coopération sécuritaire de manière plus générale, mais également, je crois, ce qui est nécessaire, c'est la construction de l'État. Je crois que le Mali a connu une période positive dans la phase la plus récente. Nous avons vu des développements au niveau des élections, au niveau de la reconstruction de l'État. 11 500 000 personnes dans le Sahel sur 150 millions de personnes souffrent de malnutrition. 5 millions d'enfants sont affectés aujourd'hui par la malnutrition. Je pense qu'il faut faire face urgemment à l'humanitaire. Ça, c'est le premier pas. Le second pas, c'est qu'il faut rapidement poser les jalons et les bases d'une stratégie de développement intégrée. La sécurité est une œuvre collective. Ça ne peut pas être, elle ne peut pas s'arrêter aux frontières. Il est absolument évident que les populations qui vivent dans les frontières doivent acquérir de la sécurité, non seulement de la capitale qui est la leur, mais des capitales voisines. Et à ce titre, la sécurité est pour moi quelque chose qui doit être d'abord exercé au profit de ceux qui vivent dans les espaces de frontières. Auparavant, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale était monté au créneau pour expliquer et dénoncer la situation selon ces termes artificiels à Kidal. Zahabi Ould Sidi Mohamed estime que la communauté internationale doit comprendre que les mouvements armés ne représentent pas les populations à Kidal. Selon lui, la situation actuelle ne saurait perdurer. Pour Kidal, ce n'est qu'une question de jours. Maintenant, à partir du moment que l'armée malienne elle est en train de renforcer ses effectifs et elle est en train de reprendre en main la sécurité de la ville qui appartient au Mali. Kidal est un territoire malien et il n'est pas question que ce soit quelqu'un d'autre qui assure la sécurité là. C'est au Mali et je crois nos amis français l'ont dit. Clairement, mon homologue Fabrice disait la décision revient au président de la République du Mali. Ce que nous avons retenu des débats, c'est une participation extrêmement riche qu'il va falloir capitaliser. Ça me semble être la petite faiblesse du forum. C'est que ce dont nous discutons cette année n'est pas pris en compte l'an prochain et il va falloir faire attention pour ne pas réinventer la roue. Le forum des Médéis aura donc permis de débattre et d'analyser pendant 4 jours la situation du Sud et les relations entre l'Afrique et le monde. À Bamako, la coordination des mouvements et forces patriotiques de résistance veut apporter sa contribution au processus de paix enclenché dans notre pays. Les responsables du mouvement étaient réunis ici à Bamako et c'était pour parler du projet de plateforme commune impliquant les forces de résistance et les populations des régions du nord du Mali. Adama Kodjo. Former un front commun en vue de s'inscrire dans le processus de dialogue pour le retour de la paix au Mali. C'est l'objectif visé par les responsables de l'association Gandakoy et du mouvement Gandaïzo. Les deux structures entendent mener des actions pour l'élaboration d'une plateforme qui prend en compte les préoccupations de leurs membres et celles des populations des régions du Nord, voire du Mali. Lors de cette rencontre, 3 thèmes étaient au centre des échanges, à savoir la sécurité, la gouvernance et le développement. La gouvernance, vous savez, vous pouvez injecter des milliards et des milliards dans différents projets dans les régions du Nord. Si vous n'avez pas des gens qui les gèrent de façon correcte, transparente, évidemment, il n'y aura aucun résultat. Maintenant, le développement. Il ne s'agit pas juste d'initier un programme ou un projet. Il faut que ce projet-là soit bâti sur les préoccupations réelles des gens pour lesquels on élabore le projet. Dans leur communication, les intervenants ont invité l'État à imposer la paix sur l'ensemble du territoire national.
Le comité syndical de Transrail était face à la presse. C'était hier à la Bourse du Travail. Parmi les sujets évoqués, les travaux de réhabilitation de la voie ferrée ou encore la situation des travailleurs. Pour plus d'explications, écoutons Mahaman Kanta, secrétaire général de Transrail. Il est au micro de Alpha Maïga. Le premier point, c'était le vœu de tous les cheminots. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de voie parce que la voie est tellement dégradée que tous les cheminots ont. Leur vœu, c'était la réhabilitation de la voie. Nous étions au courant, comme le disent certains qu'on n'est pas au courant. On était au courant de cette convention. La preuve en est que en 2011-2012, Transrail a envoyé une mission avec la délégation chinoise de Dakar jusqu'à Bamako pour voir l'état de dégradation de la voie. La réhabilitation de la voie entraîne la création d'emplois. Aujourd'hui, je crois que c'est une bouffée d'oxygène pour Transrail. Une grande bouffée d'oxygène pour Transrail. Parce que la vitesse commerciale va augmenter. On est le syndicat affilié à l'UNTM depuis au temps du chemin de fer. Si d'autres structures venant d'autres centrales veulent venir à l'UNTM, on ne ferme pas la porte. Mais leur porte d'entrée, c'est Citrail. Dire qu'il n'y a pas de syndicat, qu'il n'y a qu'un seul syndicat à Transrail, c'est faux. Le Citrail existe bel et bien. Et on est les seuls à être affiliés à l'UNTM. La chronique santé du jour nous emmène vers la rééducation et la réadaptation. Rééduquer après un accident ou une paralysie, mais aussi une assistance pour gérer les conséquences du surpoids sur les articulations. Mais commençons avec l'histoire de cet enfant qui, grâce à la rééducation, a pu remarcher. Mais il aura fallu au corps soignant et aux parents de la patience pour supporter 5 séances par semaine pendant près de 2 ans. Focus Santé, c'est une réalisation de Tessira Emmanuel Dambélé. Le petit Ousmane a eu de la chance. Après son accident en octobre 2011 sur la route de l'école et le coma qu'il a traversé, personne de ses parents ou du corps soignant ne s'était imaginé qu'il allait pouvoir marcher tout seul. Du statut de totalement paralysé, voici comment il marche aujourd'hui. Son passage au centre médical de rééducation et de réadaptation fonctionnelle en est pour beaucoup. On s'est fixé des objectifs, à savoir un enfant qui ne peut ni s'asseoir ni se lever, il est toujours couché. Donc l'objectif était d'abord de réveiller les sensibilités, réveiller les nerfs pour que l'enfant puisse s'asseoir et lorsqu'il peut s'asseoir, chercher la position debout. Et lorsqu'on a atteint la position debout maintenant, essayer d'harmoniser la marche et avoir une cohérence dans les pas. Stimulation et renforcement des nerfs, verticalisation et apprentissage de la marche, tout s'est fait étape par étape grâce aussi à la patience des parents qui se rendent ici 5 fois par semaine pour des séances de rééducation. Quand nous sommes venus ici, le corps soignant nous a demandé de nous calmer. Il nous a demandé de faire des séances de kiné 5 fois par semaine, du lundi au vendredi, pour que la situation s'améliore. Nous avons commencé avec la kiné. Après, il a commencé à s'asseoir, à ramper. Aujourd'hui, il marche tout seul, mais n'a pas retrouvé l'usage de la parole. Il ne pouvait rien faire de lui-même. Pour le faire asseoir ou debout, on était obligé de l'attacher à la chaise. Déjà, on travaille sur l'harmonisation des pas du petit. Mais la rééducation, même les personnes âgées peuvent en avoir besoin. En plus de ceux qui sortent des accidents, ceux qui ont vécu avec un surpoids courent ce risque. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en cas d'obésité, toutes les articulations en souffrent et certaines particulièrement. Ce qui fait que l'arthrose du genou est 3 fois plus fréquente chez la personne obèse. Ça va user progressivement les cartilages. Donc au départ, on vous donnera des comprimés, ça passera. Et puis après, ces comprimés qui étaient efficaces seront de moins en moins efficaces. Il faudra passer à des traitements un peu plus forts. Quand vous aurez atteint les traitements un peu plus forts dans les comprimés, arrivera un moment où vous serez même obligé de donner de la morphine à ces patients, mais ils ne seront pas soulagés.
Et après là, autre possibilité, on va arriver aux infiltrations. Mais les infiltrations ne pourront pas se faire à tout bout de champ. Certains devront être patients et se rééduquer pendant longtemps. Le choix reste facile, prendre des précautions pour ne pas tomber dans l'obésité ou perdre du poids. C'est là que veut aussi intervenir le centre médical de rééducation et de réadaptation fonctionnelle avec un programme spécial. On va faire une prise en charge par rapport à cette perte de poids qui sera accompagnée non seulement d'un régime diététique, d'un suivi médical, d'une prise en charge en kinésithérapie, d'une prise en charge en cardio-training, donc en sport. Et le tout fera que on fera sur plusieurs mois. Parce que perdre du poids brutalement, c'est très dangereux. Il y a l'effet yo-yo. Donc vous perdez un certain nombre de kilos et vous en gagnez beaucoup plus. Et là, ça décourage facilement la personne. Des conseils, mais aussi du cardio-training qui joue sur le système cardiovasculaire. Le cardio-training, c'est juste un programme destiné à renforcer le système cardiovasculaire. Donc c'est pas forcément pour les malades. C'est pour les patients et les non-patients. C'est des exercices aérobiques avec beaucoup de mouvements, des mouvements enchaînés. Pour, par exemple, quelqu'un qui est malade, qui a perdu la motricité au niveau de ses membres, par exemple, et après la rééducation, s'il peut faire des exercices, on peut aussi faire des exercices de renforcement du système cardiovasculaire, parce que le tout va ensemble. Et puis, une triste nouvelle dans ce journal. Sira Diop est décédé hier dimanche. Cette grande figure du Mali s'est illustrée notamment dans le domaine de l'enseignement et du mouvement associatif. Première bachelière du Soudan en 1950, elle fut entre autres membre fondateur de l'intersyndicale des femmes travailleuses du Soudan et directrice du lycée des jeunes filles. Sira Diop a occupé plusieurs fonctions sur le plan national et international. Elle a eu aussi de nombreuses décorations au Mali et à l'étranger. Sira Diop est décédée à l'âge de 84 ans. Ses obsèques auront lieu demain mardi à partir de 16h. Que son âme repose en paix. Et puis, Monobem Ogonyangali, commandeur de l'Ordre national du Mali, a été arraché à l'affection de ses proches samedi dernier à l'âge de 72 ans. Il a été accompagné ce lundi à sa dernière demeure par des parents, amis et anonymes. Ogonyangali a été, entre autres, directeur national de la géologie et des mines, conseiller technique au ministère des Mines, des Industries et de l'Énergie, chef du projet phosphate et de Tilemsi. Il repose désormais au cimetière de Sabali-Bougou, laissant derrière lui une veuve et 7 orphelins. Paix à son âme. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout à l'heure, le journal des formations présenté par Kumba Maïga. À suivre également le magazine sportif Score présenté ce soir par Kodi Sibi. Demain dans la matinée, retrouvez Amara Mali Diallo. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour le soir. Passez une bonne soirée sur l'ORTM.